Vous avez ce matin Soumaïla H. Maïga du Cap de Sebeninkoro. Mes chers élèves, vous qui êtes assis devant vos petits écrans, vous qui écoutez au niveau du monde rural la radio et de les villes urbaines la radio, nous avons déjà commencé ce que nous appelons la chimie minérale. En commençant par la première leçon qui est l'aluminium. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième leçon, toujours sur la chimie minérale, qu'on appelle encore la chimie des métaux. Nous allons continuer aujourd'hui avec une nouvelle leçon qu'on appelle le fer. Le fer, c'est un élément chimique, c'est un élément simple. Et en tant que tel, parce qu'il est simple, il est un atome. Et parce qu'il est un atome, il a une masse atomique de 56 grammes par mol. Mais le fer est un métal divalent. Cela signifie que c'est un métal qui a deux valences. La valence 2 et la valence 3. Et c'est pourquoi nous disons que ce métal est un métal polyvalent. Et ces deux valences sont utilisées très généralement dans les équations chimiques que nous allons voir tout de suite. Alors pour cette leçon sur le fer, nous avons un plan. Et le plan s'articule sur 4 points. Nous avons d'abord l'état naturel, les propriétés physiques, les propriétés chimiques et l'usage. Et c'est ce que nous allons commenter à l'intérieur de la leçon. Avant d'arriver aux différentes parties que nous avons montrées tout de suite, ça veut dire les parties du plan, ou bien les composantes du plan, nous allons parler d'abord des objectifs. Mes chers élèves, vous savez que chaque leçon a des objectifs pour lesquels la leçon est dispensée, pour lesquels la leçon est exécutée. Alors à la fin de cette leçon-là, chacun et chacune de vous doit être capable de dégager l'état naturel du fer, de citer les propriétés physiques et mécaniques du fer, de citer et caractériser les propriétés chimiques du fer et de citer quelques usages du fer. Et maintenant, nous rentrons dans le vif du sujet en commençant par la première composante de notre plan, qui est l'état naturel du fer. Le fer provient d'un certain nombre de minéraux. Et c'est pourquoi nous disons ici que les minéraux de fer sont très répandus dans la nature, où ils ne sont exploités que lorsque leur teneur est supérieure à 20 degrés. À 20 degrés Celsius. Ces minéraux de fer dans lesquels se trouve le fer sont les oxydes de fer 3, qu'on appelle le Fe2O3, le Fe2O3, les oxydes magnétiques de fer, qu'on appelle le Fe3O4, et les carbonates de fer 2, qu'on appelle le FeCO3. Donc c'est dans ces minéraux-là que le fer existe. Et cela dans presque beaucoup de régions du monde, beaucoup de régions d'Afrique et même dans beaucoup de régions de notre pays. Les gisements de fer existent dans beaucoup de régions, nous avons dit, et nous allons essayer de citer les quelques régions du monde dans lesquelles se trouve le fer. Nous avons parlé de l'Afrique du Sud, de la Malaisie, de la Mauritanie, de la Guinée, et au Mali ici, au Maroc, en Algérie, en Sierra Leone, en Suisse, en Russie, en France,
et au Royaume-Uni. Cela suppose que cette matière, qui est le fer, existe un peu partout dans le monde et partout en Afrique. Et précisément aussi chez nous. Et chez nous, le fer est répandu dans beaucoup de zones du Mali. Et la zone la plus frisée dans laquelle se trouve le fer est la région de Caille. Bien entendu, le fer se trouve aussi dans certaines zones de notre pays. Nous allons voir les propriétés physiques et mécaniques du fer. En parlant de propriétés physiques et mécaniques, nous allons parler d'abord de l'aspect du fer. Le fer, lorsqu'on l'exploite du sol, lorsqu'on le fait sortir du sol, a un aspect blanc grisâtre. Lorsqu'on le travaille, on dit en ce moment qu'on a poli le fer, et c'est ce qu'on appelle le polissage d'un métal. Lorsqu'on polit le fer a un aspect blanc lorsqu'il est pur. Après, nous allons voir les propriétés physiques. La masse volumique du fer est 7,86 10 puissance 3 kg par mètre cube. Le fer est un métal qui fond. Mais le fer, avant de se fondre, se ramollit d'abord, devient mou avant de se fondre à 1535 degrés Celsius. Il est assez bon conducteur de chaleur et d'électricité. Voilà, en quelque sorte, mes chers élèves, les quelques propriétés physiques que vous devez connaître du fer. Après les propriétés physiques, nous allons voir aussi les propriétés mécaniques du fer. Le fer est le métal le plus dur des métaux usuels. Et quand on parle des métaux usuels, il s'agit de l'ensemble des métaux que nous utilisons dans notre vie courante. C'est ce qu'on appelle les métaux usuels. Et parmi ces métaux, vous avez le zinc, vous avez l'aluminium, vous avez le cuivre, vous avez l'étain, ainsi de suite. Donc vous avez beaucoup de métaux qu'on utilise. Il est malléable. Ça veut dire que c'est un métal qu'on peut travailler facilement. Et vous le constatez en longueur de journée, c'est un métal qui est utilisé par beaucoup de populations, par beaucoup d'ethnies chez nous ici au Mali, et qui le transforment. Donc il est facile à travailler. Il est facile à modeler. Il est ductile aussi à chaud et il est tenace. Après les propriétés mécaniques, nous allons voir les propriétés magnétiques. Le fer est un métal magnétique. Il s'aimante lorsqu'il est placé dans un champ magnétique. Si nous essayons d'expliquer cette partie de notre leçon, lorsque, par exemple, vous avez un aimant et que vous perdez un morceau de fer dans le sol, il suffit seulement de faire tourner un peu l'aimant au-dessus du sol pour que l'aimant capte tout de suite le fer. Cela montre que le fer est un métal magnétique et qu'il s'aimante lorsqu'il se trouve dans un champ magnétique, lorsqu'il est placé dans un champ magnétique. Après l'état naturel, les propriétés physiques et mécaniques, nous venons à la troisième composante de notre plan. Et nous avons dit que cette troisième composante s'articule sur les propriétés chimiques. En parlant des propriétés chimiques, nous allons parler d'abord de l'action de l'oxygène, de l'action du dioxygène sur le fer.
Et la première action de l'oxygène sur le fer va s'articuler sur l'action de l'air sec sur le fer. Une expérience a montré que lorsque nous prenons par exemple un fil de fer ou des clous qu'on enferme à l'abri de l'humidité, le fil de fer et le clou ne s'altèrent pas. Cela veut dire que le fil de fer que nous avons pris et les clous que nous avons pris ne vont pas se gâter. Ils ne seront pas couverts d'une couche grisâtre qui peut altérer le fer. Cela suppose qu'à la température ordinaire, l'air n'a aucune action sur le fer. Lorsque le même fer est porté au rouge, ça veut dire qu'on l'oxyde. Et nous avons dit que l'oxydation, c'est quoi? C'est la fixation d'atomes d'oxygène sur un corps simple ou composé. Et lorsqu'on oxyde le fer, porté à chaud, le fer va se transformer facilement en oxyde magnétique de fer. Et l'oxyde magnétique de fer est gris, a une couleur grise qui tend vers le noir. On a un dessin pour illustrer cela, mais avant le dessin, nous allons voir d'abord l'équation. Le Fe, qui est le fer, auquel on va ajouter le dioxygène, va nous donner de l'oxyde magnétique de fer. Et l'oxyde magnétique de fer a pour formule Fe3O4. Et je voulais m'empresser pour dire que l'oxyde magnétique de fer est différent de l'oxyde de fer 3, que nous venons de voir tout de suite dans les minerais de fer. L'oxyde de fer 3 est différent de l'oxyde magnétique et les deux formules ne sont pas les mêmes. L'oxyde de fer 3, c'est le Fe2O3 et l'oxyde magnétique, c'est le Fe3O4. Lorsque nous regardons par exemple le chemin qui est là, c'est ce chemin qui nous permet d'illustrer la transformation, l'oxydation du fer en oxyde magnétique, ou bien la transformation du fer en oxyde magnétique lorsque le fer est porté à chaud. Donc voilà l'expérience. On a pris d'abord du fer ici qu'on a brûlé, et pour montrer que le fer s'est transformé en oxyde magnétique, voilà le fer qui est brûlé et qui est transformé en oxyde magnétique. La deuxième action de l'air, c'est l'action de l'air humide sur le fer. Nous avons tout de suite dit que lorsque nous mettons le fer à l'abri de l'air, il n'y aura pas d'action sur le fer. Le fer ne va pas s'altérer. Le fer ne sera pas attaqué. Et ici, nous sommes avec l'action de l'air humide sur le fer. Et l'expérience que nous avons prise, c'est de prendre seulement du fer, d'essayer de l'exposer à l'air humide, et nous allons constater que le fer va commencer à s'altérer lentement à froid. En s'altérant, le fer va se couvrir des mélanges complexes d'oxyde de fer qu'on appelle la rouille. On a essayé de dire ici, pour vous montrer qu'est-ce que c'est que la rouille. La rouille est le produit de la réaction entre le fer et le dioxygène et la vapeur d'eau. Et le chemin que nous avons ici illustre l'apparition de la rouille sur le fer. Ici, on a pris d'abord
deux tubes, si vous voulez, deux tubes en verre. Et dans les tubes en verre, on a introduit de la paille de fer, de la limaille de fer. Et on a essayé de renverser les deux tubes sur un bocal qui contient de l'eau salée. Et en fin de réaction, on constate ici que le fer qui a été précédemment introduit dans le tube va commencer à s'altérer par devant. Ici, il y a l'altération. Donc, cela veut dire que la rouille a commencé déjà à attaquer le fer, parce que le fer est exposé à l'air humide. Et la rouille, c'est quoi? C'est une couche grisâtre qui recouvre le fer et qui ronge le fer et qui ne permet pas la malléabilité du fer et qui ne permet pas au fer d'être travaillé. Et c'est pourquoi on dit que la rouille est un ennemi du fer, parce qu'il ronge le fer, il l'altère, il le gâte, et il ne permet pas au fer en ce moment de se laisser travailler pour nous donner les outils nécessaires dont nous avons besoin. Donc, mes chers élèves, vous devez comprendre ici que la rouille est un ennemi considérable du fer, parce qu'il gâte le fer, il le ronge, il l'altère, et il empêche en ce moment au fer d'être travaillé pour nous donner les outils nécessaires dont nous avons besoin lorsque nous travaillons le fer. Alors, nous avons compris que lorsque nous exposons le fer à l'air humide, le fer s'altère. Le fer se recouvre d'une couche grisâtre que nous avons appelée la rouille. Et que nous avons dit que la rouille est tout simplement un produit, un mélange, si vous voulez, de fer, d'oxygène, ou bien de dioxygène, et de la vapeur d'eau. Alors, il y a des moyens pour protéger le fer contre son ennemi principal, qui est la rouille. Et pour protéger le fer contre son ennemi principal, on a pensé à certaines substances. Et c'est pourquoi nous disons ici que pour protéger le fer contre la rouille, on la recouvre d'une mince couche isolante, imperméable à l'air et à l'eau. Et les couches que nous avons trouvées, les substances que nous avons trouvées pour protéger le fer sont, d'abord, nous avons de la peinture à base de minium. Et le minium s'appelle l'oxyde de plomb, qui est de couleur rouge. C'est aussi de la peinture qui peut protéger le fer. Donc, lorsqu'on recouvre le fer par cette peinture de plomb, cela permet de protéger le fer. Il y a aussi de la peinture à base de zinc. Lorsqu'on recouvre le fer de peinture de zinc, on dit en ce moment que le fer a été galvanisé. Et c'est pourquoi on parle de fer galvanisé. Ensuite, nous avons de la peinture à base d'étain. On dit en ce moment que le fer a été étamé. Fer étamé lorsque le fer est recouvert par de la peinture à base d'étain. On a dit qu'on peut aller plus loin en protégeant aussi de façon ordinaire le fer en utilisant simplement de la graisse ou bien de l'huile. Donc ces deux substances aussi permettent de protéger le fer contre son ennemi principal, qui est la rouille.
Nous continuons toujours avec les propriétés physiques. Cette fois-ci, nous arrivons à la réduction du fer par le dichlore. Un fil de fer chauffé au rouge brûle dans le dichlore avec incandescence. Il apparaît une fumée rousse constituée de particules de chlorure de fer 3. Cela veut dire que le fer brûle dans le dichlore en donnant du chlorure de fer 3, qui est simplement des particules qui sont contenues dans une fumée rousse qui apparaît lorsque le fer est en train de brûler dans le dichlore. Ici, nous avons un schéma qui est en train de faire l'illustration. Nous avons du fer que nous sommes en train de brûler ici. Et lorsque le fer est porté à incandescence, on prend ce même fer-là, qu'on l'introduit dans un bocal, dans un récipient, dans un ballon. Et dans l'intérieur de ce ballon-là, nous avons du chlore à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on va constater? On va constater tout simplement ici que lorsque le chlore sera en contact avec le fer, il y a une fumée rousse qui va se dégager. Et au sein de cette fumée rousse qui est en train de se dégager, il y a des particules de chlorure de fer 3. Et revenons un peu à l'équation. Fe plus Cl2 nous donne FeCl 3. En équilibrant ici, nous avons 2 Fe, 3 Cl2, 3 FeCl 3. Action du soufre sur le fer. Là aussi, il faut porter à incandescence un mélange de soufre et de fer. Donc, on porte à incandescence le mélange de soufre et de fer. On obtient un solide gris qu'on appelle le sulfure de fer 2. Et voilà le dessin qui illustre ce qui est en train de se passer. D'abord ici, vous avez le mélange ici de fer et de soufre qu'on essaie de brûler. Ensuite, le tout est transporté vers là. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? Dans le mélange qui est déjà brûlé, on a ajouté de l'acide chlorhydrique et ensuite on a pris un papier tournesol et on a constaté que le papier tournesol va se noircir. Et la noirceur du papier tournesol montre l'apparition du sulfure de fer 2 qui est un solide noir. Et lorsque nous partons à l'équation, on a simplement ici Fe plus S qui va nous donner du sulfure de fer. Action de la vapeur d'eau sur le fer. Souvent on dit réduction de la vapeur d'eau par le fer. Alors on prend en ce moment aussi du fer qu'on chauffe au rouge et on va constater, lorsqu'on va l'introduire dans de l'eau, la vapeur d'eau, le fer va réduire la vapeur d'eau en oxyde magnétique et il y aura un gaz qui va se dégager qu'on appelle le dihydrogène. Et le schéma que nous avons ici illustre ce que nous sommes en train d'expliquer. Ici, vous avez un ballon ici qui contient de l'eau. Le ballon contient de l'eau bouillante. Et le ballon et un autre bocal, les deux sont reliés par un four électrique. Et lorsqu'on actionne le four électrique, cela permet
tout simplement de chauffer l'ensemble. Et lorsque l'ensemble est chauffé, on constate que l'eau bouillante qui est en train de bouillir à l'intérieur du ballon, à l'aide d'un tube qui communique avec le bocal qui se trouve de l'autre côté et sur lequel est renversée une éprouvette, il y aura un gaz qui va se dégager à l'intérieur de l'éprouvette. Et le gaz qui se dégage à l'intérieur de l'éprouvette, et c'est ce qu'on appelle le dihydrogène. Mais pour savoir que c'est de l'hydrogène qui s'est dégagé, il s'agit simplement d'enlever l'éprouvette et de placer au bout de l'éprouvette une allumette allumée. Un brin d'allumette allumé. Lorsqu'on présente le brin d'allumette allumé, tout de suite, il y aura une détonation. Un grand bruit va se produire. Et cette détonation qui se produit montre aisément que le gaz qui s'est dégagé est du dihydrogène. Parce que la détonation est caractéristique de l'hydrogène. L'équation de ce que nous avons dit tout de suite au niveau du schéma est Fe plus H2O va nous donner du Fe3O4 plus H2 qui va se dégager. Donc c'est cette équation que vous avez là, en haut ici. Et en bas ici, vous avez le nom de l'oxyde magnétique qui s'est formé. Le Fe3O4 qui est l'oxyde magnétique qui s'est formé. Vous avez son nom qui a été écrit en bas, l'oxyde magnétique de fer. Réduction des solutions acides. Nous avons vu l'action du fer sur le dichlore, sur le soufre, sur la vapeur d'eau. Cette fois-ci, nous allons entamer l'action du fer sur les solutions acides. Alors, à froid, on a dit le fer agit sur toutes les solutions acides, sauf l'acide nitrique. Et au cours de ces réactions-là, on observe un dégagement de dihydrogène et la formation d'un sel de fer 2. Le premier cas que nous avons pris ici, c'est le cas de l'acide sulfurique et de l'acide chlorhydrique. Le fer réduit ces deux solutions-là en donnant du chlorure de fer 2 et du sulfate de fer et du sulfate de fer 2, plus un dégagement de dihydrogène. Alors, la première équation est l'illustration de l'équation entre l'acide chlorhydrique et le fer pour obtenir le chlorure de fer 2 et le dégagement de dihydrogène. La deuxième équation est l'illustration entre l'acide sulfurique et le fer pour l'obtention du sulfate de fer 2 et du dégagement d'hydrogène. La remarque ici que nous devons faire, c'est que les deux réactions que nous avons eues, les deux équations que nous avons eues tout de suite, sont des oxydoréductions. Et dans tout le cas, le fer qui est le réducteur est oxydé en Fe2+, et l'ion H2 est réduit en H2. À froid, le fer n'attaque pas l'acide sulfurique concentré, mais ce qui nous permet de le transporter dans des wagons cétane en acier. Le cas de l'acide nitrique. Parce que nous avons vu tout de suite que le cas de l'acide nitrique est un cas exceptionnel. Alors, avec l'acide nitrique, le fer attaque violemment l'acide nitrique. C'est pourquoi on a dit ici, il y a une attaque violente qui se produit lorsque l'acide nitrique est à froid. En plongeant un clou de fer dans l'acide nitrique, légèrement dilué, il y a formation du nitrate de fer 3 et un dégagement
du monoxyde d'azote qui, sous l'action de l'oxygène, va se transformer en dioxyde d'azote. Ici, mes chers élèves, je vous demande de bien suivre. Parce que nous sommes ici dans une équation particulière. Et nous avons parlé de l'action de l'acide nitrique sur le fer. Cette action de l'acide nitrique sur le fer est une réaction qui ne peut pas se réaliser directement. Pour que la réaction se réalise, il faut obligatoirement que le fer soit transformé en oxyde métallique. Et c'est pourquoi nous avons commencé la première équation en mettant un point d'interrogation au niveau de la première équation. On a dit NH3 plus Fe et nous avons mis point d'interrogation. Ça veut dire que l'équation ne peut pas se réaliser. Et pour que l'équation se réalise, il faut passer d'abord par une décomposition de l'acide. Et c'est pourquoi ici, nous avons passé d'abord par la décomposition de l'acide. Ici, HNO3 que nous avons décomposé pour trouver H2O, le NO et l'oxygène naissant. Le O qui est l'oxygène naissant. Le O ici qui est l'oxygène naissant. Alors, toute la décomposition a été faite pour trouver cet oxygène naissant-là. Parce que c'est de lui dont on a besoin. Parce que c'est l'oxygène naissant qui va transformer le fer en oxyde métallique et cela permettra à l'acide nitrique d'attaquer le fer. Et voilà les trois petites équations que nous avons eu à faire pour vous montrer d'abord la décomposition de l'acide nitrique, ensuite le fer qui est attaqué par l'oxygène naissant pour qu'on obtienne l'oxyde de fer 3. Et ensuite, ici, on a l'acide nitrique qui attaque l'oxyde de fer 3 pour donner le nitrate de fer 3 et de la vapeur d'eau. Et l'ensemble des équations, après, on fait une addition de l'ensemble des trois équations. L'équation 1, l'équation 2 et l'équation 3. On fait la sommation de ces trois équations, l'addition de ces trois équations, et nous aurons en ce moment l'équation globale dont on a besoin. L'action de l'acide nitrique sur le fer nous donne de la vapeur d'eau, du dioxyde d'azote et du nitrate de fer 3. Le schéma qui illustre ce que nous avons dit tout de suite. On a dit qu'il faut prendre de l'acide nitrique fumant. On prend de l'acide nitrique fumant qu'on met dans un verre et à partir de l'acide nitrique qui se trouve aussi dans un tube, on fait tomber l'acide nitrique goutte à goutte sur le fer qui est dans le verre. Donc, le chemin se poursuit. Là, nous sommes au début de l'expérience, on a pris de l'acide nitrique fumant. De l'acide nitrique qui est un peu chaud, mais qu'on a essayé de diluer en ajoutant de quelques gouttes d'eau pour pouvoir distiller l'acide, pour pouvoir diluer l'acide. Et c'est pourquoi ici en haut, vous voyez de l'eau distillée qu'on est en train de verser. On verse l'eau distillée ici, pourquoi? C'est pour simplement, ici, diminuer la concentration de l'acide qu'on est en train de verser sur le fer. Et enfin, de réaction, vous avez ici, dans le dernier schéma ici, au niveau du dernier schéma, vous avez de la vapeur rousse qui est en train de se dégager. Et cette vapeur rousse n'est autre que l'apparition
du monoxyde d'azote. Donc cela suppose que dans la réaction entre l'acide nitrique et le fer, nous avons non seulement l'apparition du nitrate de fer 3, mais nous avons aussi l'apparition de vapeurs rousses de monoxyde d'azote qu'on appelle encore l'oxyde d'azote, qui en contact de l'air peut aussi se transformer en dioxyde d'azote. Nous continuons toujours avec les propriétés chimiques. Cette fois-ci, avec le cas de l'acide sulfurique concentré et chaud. Cette réaction aussi est une réaction particulière. Elle se réalise de la même manière que l'action de l'acide nitrique sur le fer. Et c'est pourquoi, quand vous regardez ici, nous avons beaucoup de petites équations qui sont en train de se former ici. Donc nous avons d'abord pris l'acide nitrique ici, l'acide sulfurique plutôt ici, et c'est pourquoi nous avons commencé par dire l'acide sulfurique plus le fer. Nous avons mis point d'interrogation pour dire qu'il n'y a pas de réaction directe. Et nous avons dit pour que la réaction puisse se faire, il faut obligatoirement que le fer soit transformé en oxyde métallique. Et c'est l'oxyde métallique qui sera en contact avec le fer pour qu'on puisse avoir les éléments qui vont se former. Donc c'est l'oxyde métallique qui doit être en contact avec l'acide sulfurique pour que les éléments qui doivent se former, tels que le sulfate de fer 3 et le dioxyde de soufre, puissent se former et que l'équation puisse se réaliser. Donc, ici, on a la décomposition de l'acide sulfurique. On décompose l'acide sulfurique ici. Dans la décomposition, nous avons d'abord l'apparition de l'eau. H2SO4 se décompose en donnant de l'eau, en donnant du dioxyde de soufre, et nous avons l'apparition de l'oxygène naissant. Et nous avons dit, en fait, la décomposition a été faite pour que nous puissions avoir l'oxygène naissant. Et c'est cet oxygène naissant qui est important dans cette décomposition. Parce que c'est cet oxygène qui va agir sur le fer, après, pour que nous puissions avoir le Fe2O3. Et c'est pourquoi la deuxième décomposition de la deuxième équation, vous avez le fer qui va agir sur l'oxygène naissant pour que nous puissions avoir le Fe2O3. Et ensuite, on prend le même Fe2O3 pour l'additionner à l'acide sulfurique et on obtient en ce moment le sulfate de fer 3 et de la vapeur d'eau. En faisant l'addition des trois équations, l'équation 1, l'équation 2 et l'équation 3, nous aurons l'équation globale. L'équation dont on a besoin, c'est ça l'équation globale. Mais cette équation globale provient de la sommation des trois petites équations que nous avons eu à faire afin d'aboutir à l'équation globale. Cela veut dire, mes chers élèves, que vous devez comprendre. Les acides sont de deux groupes. Il y a ce qu'on appelle les hydracides et ce qu'on appelle les oxacides. Donc, tous les acides qui sont accompagnés par l'oxygène sont appelés les oxacides. Et très généralement, c'est avec ces oxacides souvent qu'on a des problèmes au niveau des équations. Et c'est pourquoi certaines équations, quand vous les regardez, n'obéissent pas à la règle des équations générales que nous connaissons. Et si l'équation n'obéit pas à la règle générale, souvent nous sommes obligés de procéder par des décompositions, par d'autres formes d'équations pour aboutir à l'équation globale. Et c'est pourquoi pour avoir le sulfate de fer 3 et le dioxyde de soufre, nous sommes obligés de passer par cette décomposition pour avoir cela. Parce que la règle des équations ne nous permet pas de l'obtenir. Et voilà
le chemin de cette équation que nous venons de faire, et chacun de vous doit être capable de maîtriser ce chemin-là dans les jours à venir. Action des bases sur le fer. Le fer n'attaque pas les bases. On a dit c'est pourquoi il est possible de stocker et de transformer la soude, transporter plutôt la soude et la potasse solide dans les fûts en fer. Usage du fer. Comme nous avons dit, le fer est un métal répandu partout dans la nature. Et nous avons vu beaucoup de pays. Nous avons cité beaucoup de pays dans lesquels ce fer se trouve. Et le fer est un métal beaucoup utilisé, beaucoup employé. Il est employé dans la fabrication des rails de chemin de fer. Il est utilisé dans la fabrication des poutrelles, dans la fabrication des grillages, dans la fabrication des clous, dans la fabrication des vis. Il est également utilisé dans la fabrication des électro-aimants, la fabrication des dynamos, la fabrication des transformateurs. Et le fer galvanisé, comme nous l'avons dit, lorsqu'on recouvre le fer par une peinture de zinc, on dit que le fer est galvanisé. Et c'est pourquoi on a dit lorsque le fer est galvanisé, il peut être aussi utilisé pour la clôture des pâturages. Lorsque vous avez du bétail que vous élevez, vous pouvez utiliser le fer galvanisé pour clôturer votre ferme dans laquelle se trouvent vos animaux. La couverture des habitations, la fabrication des gouttières. Lorsque vous avez une maison que vous construisez, et on peut mettre des gouttières pour permettre à l'eau, lorsqu'il pleut, pour permettre à l'eau de s'écouler et de ne pas être stockée au-dessus de votre bâtiment. La protection des bateaux citernes. Les coques des bateaux sont aussi construites avec du fer. Et de façon ordinaire, nos forgerons l'utilisent. Au Mali ici, nos forgerons l'utilisent pour fabriquer des dabas, pour fabriquer des houes et pour fabriquer beaucoup de choses que nous connaissons et que nous utilisons en longueur de journée. Mes chers élèves, nous sommes à la fin de notre leçon. Mais pour conclure cette leçon-là, nous allons passer à une petite évaluation pour voir si, en fait, vous avez bien compris la leçon. Deux petites questions. La première question, on vous demande de citer les principaux minéraux de fer. Et je crois que de la leçon, nous avons déjà cité ces principaux minéraux. Ces principaux minéraux, nous les avons cités dans la leçon. Et vous devez être capable ici de citer ces principaux minéraux de fer. Nous avons aussi demandé de décrire une expérience montrant la réduction de la vapeur d'eau par le fer. Là aussi, nous avons parlé de cette réduction de la vapeur d'eau par le fer et nous avons montré par un dessin le processus de la réduction. Comment la réduction se fait et quels sont les produits de la réduction de la vapeur d'eau par le fer. Et nous terminons par un petit exercice, une petite application. On dit on réduit 45 grammes de vapeur d'eau par le fer. On vous demande d'écrire l'équation de la réaction. On vous demande de calculer la masse de l'oxyde magnétique formé et de calculer le volume du dihydrogène dégagé. Sachant qu'en bas, on a donné les différentes masses atomiques des différents corps qui composent les différents éléments qui vont rentrer dans votre exercice. Et on a donné aussi la masse mole, le volume molaire, 22,4 litres par mol. Chers élèves, je vous remercie infiniment de votre attention. Et je vous demande de bien suivre cette leçon-là. Elle est importante. Et sachez que la chimie continue. Les prochains jours, nous allons continuer avec d'autres leçons de chimie
c'est toujours la chimie minérale. Merci à vous.